Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce mercredi. C'est à prendre ou à laisser. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté son plan de la dernière chance pour mettre en œuvre le Brexit avec un accord d'ici au 31 octobre. Que prévoit-il pour la frontière irlandaise? On vous explique tout ce soir. Mobilisation d'ampleur des policiers en France. Ils étaient plus de 20 000 selon les organisateurs à défiler à Paris pour dénoncer la hausse des suicides et les conditions de travail rendues plus difficiles avec la menace terroriste ou encore la crise des gilets jaunes. Un deuxième tour de présidentiel avec un finaliste en prison. C'est le scénario qui se profile en Tunisie. La justice a une nouvelle fois rejeté la demande de libération de Nabil Karoui. Arrivé deuxième au premier tour, le publicitaire est poursuivi pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Et puis nous vous emmènerons au Mont Blanc, au-dessus de ces glaciers menacés par le réchauffement climatique. L'un d'eux sur le versant italien risque toujours de s'effondrer. Notre équipe de journalistes a rejoint des scientifiques qui suivent la situation de près. C'est ça ou rien, c'est en substance la manière dont Boris Johnson a présenté sa proposition de la dernière chance pour parvenir à un Brexit avec accord. À moins d'un mois de la date fatidique, le Premier ministre joue la carte du compromis, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Exit le backstop. L'Irlande du Nord resterait dans la même zone douanière que la Grande-Bretagne, mais la province conserverait des régulations communes avec l'Union européenne pour une période de transition. Les explications de Raphaël Vivant. Le plan de Boris Johnson propose un changement radical concernant le backstop ou filet de sécurité à la frontière irlandaise. La disposition prévue pour l'heure dans l'accord de Brexit prévoit de maintenir une frontière ouverte entre les deux Irlandes. Mais le Premier ministre britannique propose désormais de mettre en place 2 frontières pendant 4 ans. Concrètement, l'Irlande du Nord resterait dans le marché unique de l'Union européenne jusqu'en 2025, tout en appartenant à la même union douanière que la Grande-Bretagne. Cela aurait pour effet de créer une frontière en mer d'Irlande pour contrôler que les produits agricoles et industriels soient conformes à la réglementation européenne. Cette solution entraînerait également des contrôles des 2 côtés de la frontière irlandaise. Mais selon Downing Street, qui veut éviter le retour d'une frontière dure, ces contrôles pourraient se faire de manière électronique et dans les locaux des commerçants ou des fournisseurs. Pour apaiser les unionistes irlandais, Boris Johnson propose que le Parlement de Belfast puisse décider au bout des 4 ans s'il veut rester dans le marché unique ou bien se retirer. Le Premier ministre britannique répond ainsi à la demande des dirigeants européens qui l'appelaient à formuler une alternative concrète au backstop. Reste à voir si cette proposition satisfera Bruxelles. Boris Johnson a pour sa part déclaré qu'il s'agissait de son offre finale et qu'il était prêt à un Brexit sans accord en cas de refus. Et j'ajoute ce soir la réponse de Bruxelles. Cette proposition comporte encore quelques points problématiques. C'est ce qu'a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, après s'être entretenu au téléphone avec Boris Johnson. Et restons à Bruxelles justement, où les candidats pour les postes de commissaires européens sont auditionnés depuis lundi en vue de former la nouvelle équipe d'Ursula von der Leyen. C'était au tour de la candidate française Sylvie Goulard ce mercredi. Elle vise le portefeuille du marché intérieur, audition difficile en raison des enquêtes dont elle fait l'objet. On rejoint à Bruxelles notre correspondant Grégoire Laurie. Alors Grégoire, quelles sont ses affaires et mettent-elles en péril sa candidature ? Eh bien, ces affaires collent à la candidature de Sylvie Goulard et elles ont dominé cette audition. Sylvie Goulard est citée dans une enquête d'emploi fictif au Parlement européen et son rôle de conseillère auprès d'un centre de réflexion américain est lui aussi pointé du doigt. La commissaire désignée a donc passé beaucoup de temps à se justifier, transformant parfois l'audition en un exposé de procédure judiciaire. Aux premières questions sur son intégrité, elle a répondu, je cite, « I am clean ». Je suis propre, avant d'ajouter qu'elle avait droit à la présomption d'innocence. Sur son rôle de consultante, la Française a pris les devants lors de ses propos introductifs. Sylvie Goulard dit avoir rejoint ce groupe lors de son mandat d'eurodéputée pour nourrir la réflexion sur différents thèmes comme la gouvernance ou la montée des populismes. Elle reconnaît aussi que les sommes en question sont élevées. Elle recevait plus de 10 000 € par mois pour sa mission, mais elle l'assure, il s'agit de montants standards. Alors en matière de politique commerciale, Grégoire, puisque c'était aussi l'objet de cette audition, quelles sont ces propositions ?
Sylvie Goulard a mis en avant plusieurs points. Tout d'abord, mieux exploiter le marché intérieur et aider les PME. Elle veut aussi inscrire son action dans le cadre du pacte écologique de la prochaine Commission européenne. Sylvie Goulard souhaite transformer l'industrie en profondeur pour atteindre la neutralité carbone. La commissaire désignée dit enfin vouloir protéger à travers son portefeuille les citoyens de l'Union européenne. Merci beaucoup Grégoire Laurie depuis Bruxelles pour ces précisions. C'est une colère lancinante qui explose. Plus de 25 000 policiers, selon les organisateurs, ont défilé à Paris aujourd'hui. Conditions de travail compliquées, suicides, stress accru après la vague d'attentats terroristes et les tensions. Lors du mouvement des Gilets jaunes, les policiers n'en peuvent plus. Et la liste des raisons est longue. Récit de cette journée signée Audrey Tilve. Une image qui en dit long sur le moral des troupes. En France, 52 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. Un chiffre choc, reflet d'une institution au bord du craquage. Pour la première fois depuis 18 ans, l'ensemble des syndicats de police a appelé à une marche de la colère à Paris, appel entendu par plus de 20 000 agents. Ils sont venus dénoncer pêle-mêle les sous-effectifs, les semaines à rallonge, la détérioration des conditions de travail et l'hostilité grandissante à leur égard, avec en toile de fond l'interminable mobilisation face aux Gilets jaunes. La police est en danger. À partir du moment où elle ne travaille pas en sécurité, à partir du moment où les conditions de travail se sont dégradées, les policiers ne peuvent pas répondre à la sécurité des citoyens et à leur propre sécurité. Aujourd'hui, les policiers français ne sont plus en capacité de travailler avec des moyens adaptés. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'envoyer une patrouille. On a des manques d'effectifs, on a des problèmes de matériel, on a des policiers qui sont épuisés. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme et on dit à nos gouvernants, mais aussi à nos concitoyens, attention, la police va craquer. Elle a déjà commencé à craquer. Votre sécurité est en danger, sachez-le. Autre revendication plus corporatiste, le maintien de leur régime de retraite avantageux que le gouvernement compte remettre à plat comme tous les autres dans le cadre de sa réforme. Cet avertissement des policiers place le gouvernement français dans une position très délicate car il ne pourrait pas se permettre d'ignorer les revendications des forces de l'ordre lorsqu'il aura besoin d'eux pour faire face au mouvement de contestation sociale. En plus des gilets jaunes et des marches du climat, la réforme des retraites pourrait faire descendre les Français dans la rue dans les mois qui viennent. Anne-Lise Borges à Paris pour Euronews. Le deuxième tour de l'élection présidentielle peut-il se tenir comme prévu quand un des deux finalistes se trouve être en prison? C'est le scénario qui semble se profiler en Tunisie. La justice a rejeté hier une nouvelle demande de libération de Nabil Karoui, poursuivi pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. L'instance chargée des organisations a fixé aujourd'hui le second tour au 13 octobre. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Une ombre plane sur le processus électoral en Tunisie. Alors que la campagne officielle pour le second tour de la présidentielle commence aujourd'hui, Nabil Karoui, l'un des deux finalistes, reste en prison. Poursuivi pour fraude fiscale, il vient de voir sa demande de remise en liberté une nouvelle fois rejetée. Si le candidat ne peut pas faire campagne, la légitimité du scrutin pourrait être mise en cause et le vote, pourquoi pas, annulé. Politiquement, nous pensons que c'est une catastrophe pour la Tunisie, une catastrophe pour le processus démocratique. La demande de libération de Karoui est une demande populaire. Nabil Karoui est un prisonnier politique, nous en sommes certains. Son emprisonnement est une décision politique. Il a été élu par un demi-million de Tunisiens. Et aujourd'hui, ce sont un demi-million de Tunisiens qui sont enfermés avec lui. À l'issue du premier tour, c'est un indépendant, Kaïs Sayed, qui, avec 18,4% des voix, est arrivé devant Nabil Karoui. L'équipe de campagne de ce dernier demande la suspension du scrutin tant qu'il est toujours en prison. Mais selon l'ONG International Crisis Group, les tribunaux pourraient annuler tout le scrutin si le blocage perdure. Chaque jour, désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets que les autres services linguistiques d'Euronews ont choisi de traiter. Et on part d'abord en Grèce où nos confrères reviennent sur la grève générale de 24 heures qui était lancée à l'appel des syndicats du privé et des transports en commun. Ils dénoncent la réforme du marché du travail du gouvernement de Kyriakos Mitsotakis. Les syndicats s'élèvent contre un projet de loi qui prévoit un seuil minimum au sein d'une assemblée générale d'un syndicat pour enclencher une grève.
mais aussi contre une loi votée cet été qui, selon eux, faciliterait les licenciements dans le privé. Les Russes boivent moins d'alcool, c'est le résultat d'une enquête de l'Organisation mondiale de la santé, comme le rapportent nos confrères russes. La consommation d'alcool a chuté de 43% entre 2003 et 2016, ce qui a permis un accroissement de l'espérance de vie. Toujours selon l'OMS, les adultes en Russie boivent donc désormais en moyenne moins que les Français ou les Allemands. Et puis nos confrères italiens se sont intéressés à l'ouverture du premier café aux États-Unis où l'usage du cannabis est autorisé. Et qu'en est-il de la législation en Europe ? Eh bien, vous pouvez le voir sur la carte. Les pays en jaune, ils sont de plus en plus nombreux, observent une relative tolérance de sa consommation à usage thérapeutique ou à de faibles quantités. Et les Scandinaves ou encore la France restent en revanche les pays les plus sévères. Loin de la chaleur californienne, je vous emmène à présent sur le Mont Blanc. 250 000 mètres de cubes de glace, c'est la quantité qui pourrait se détacher à n'importe quel moment du glacier Plan-Pincieux, du côté italien du massif du Mont Blanc. Les autorités italiennes ont mis en place d'importantes mesures de sécurité. Et vous allez le voir, les glaciers sont scrutés, analysés chaque jour. Euronews à la rencontre de ces scientifiques au sommet de l'Europe. C'est un reportage signé Audrey Tilve et Giorgia Orlandi. Au pied du glacier de Plan-Pincieux, sur le versant italien du massif du Mont Blanc, une question est sur toutes les lèvres. Quand la portion de 250 000 mètres cubes qui menace de s'écrouler cédera-t-elle ? Il suffirait de 80 secondes pour que l'équivalent de 100 piscines olympiques d'eau glacée se déverse dans la vallée. D'après les autorités, la célèbre station voisine de Courmayeur n'est pas menacée car elle se trouve suffisamment loin du glacier. Accompagnés de Daniel et Jordan, nous sommes allés voir de plus près ce qu'il en est. Depuis des années, ce scientifique suit l'évolution du glacier et ces derniers mois, le glissement d'une portion du colosse de glace s'est accéléré comme jamais. Nous volons au-dessus du glacier de Plan-Pincieux. D'ici, nous pouvons voir une profonde crevasse, une fissure dont la présence accélère le glissement d'un immense bloc de glace, sous l'effet également de températures plus élevées que la normale. La pente ici est très raide et le bloc s'approche du bord de la paroi rocheuse. Le plus haut sommet d'Europe n'est donc pas épargné par le réchauffement climatique, un phénomène dont Daniel et Jordan prennent la mesure au quotidien. Nous sommes face à la dernière partie du glacier de Plan-Pincieux et face à nous se trouve la zone la plus instable que nous surveillons étroitement pour suivre son évolution. Le chercheur et son équipe ont mis sur pied ce laboratoire fonctionnant à l'énergie solaire. Il collecte des milliers d'images chaque jour. L'augmentation de la température, en particulier durant l'été, a un impact conséquent sur ce glacier tempéré. Il y a une forte connexion entre la température élevée, la fonte de la glace, le volume d'eau à l'intérieur du glacier et l'activité du glacier. Avec la baisse des températures, il est possible que le glacier se stabilise. Mais à long terme, les prévisions du GIEC laissent peu de place au doute. Certains impacts dévastateurs sont d'ores et déjà irréversibles, assure le groupe d'experts qui prévient, faute d'action, la hausse de la température pourrait atteindre 7 degrés en 2100. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Je vous donne rendez-vous demain ici même pour Euronews Soir. Passez une excellente soirée sur notre chaîne.